Mais en gros, ce qu'ils décrivent, c'est un monde dans lequel les gens ne voyagent pas aussi fréquemment. Avions en particulier, le transport ferroviaire a fait un retour en force, la fin de l'ère du moteur à combustion interne. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'ils décrivent la manière dont nous progressons dans le domaine de l'évolution des véhicules électriques, reproduit le modèle des stations-service. Cela concerne les bornes de recharge. Mais les observateurs à distance de l'avenir décrivent les routes rechargent les voitures électriques. Je suis très heureux d'accueillir Stéphane Schwartz dans notre émission aujourd'hui. Comment allez-vous, Stéphane? Je fais bien, merci. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Votre travail me fascine. Les recherches que vous avez menées au fil des ans, les livres que vous avez écrits, et je n'ai jamais eu quelqu'un dans l'émission pour parler spécifiquement de la vision à distance. Êtes-vous? Vous êtes l'expert en la matière. Vous avez cet élément accompli avec cela. Dans votre expérience, pourriez-vous indiquer, première question, ce qui a éveillé votre intérêt pour ce champ de recherche et ce travail spécifique? Eh bien, je me suis réveillé à 24 ans, d'accord, à travers une série de synchronicités. Je travaillais pour National Geographic, j'ai été recruté. Je suis allé à New York en tant que scénariste. Je travaillais pour Société là-bas, travaillais sur un film. Au fil d'une série d'événements très étranges, j'ai été initié au matériel d'Edgar Cayce. Et j'ai donc décidé, quand on m'y a emmené la première fois, j'ai simplement tiré au hasard de l'étagère l'une de ses lectures dans ses petits carnets verts, et cela constituait une lecture effectuée en l'année 1936 par une dame qui affirmait avoir appartenu à la communauté essénienne de Kerbert Qumran, et un enseignant d'astrologie. Alex, je peux t'assurer que tes cheveux peuvent se dresser, car la dernière activité que j'ai réalisée en cours de géographie, avant de m'engager dans les forces armées, étudiait les manuscrits de la mer Morte. Donc je suis calé sur les manuscrits de la mer Morte et je savais leur découverte en 1936. Initialement, il était méconnu qu'il n'existait pas de communauté essénienne à Khirbet Qumran. Deuxièmement, il était méconnu que des femmes faisaient aussi partie de cela. Et en troisième lieu, il était inconnu de tous qu'elles portaient un intérêt à l'astrologie. Alors, d'accord. D'accord. J'ai en quelque sorte lu ça et je me suis dit, où diable ce type a-t-il trouvé ces informations? Comment pourrait-il savoir ça? 11 ans plus tôt, un jeune garçon d'une tribu bédouine lançait une pierre dans une grotte et a entendu un bruit sourd. Il est descendu et a découvert ce que nous connaissons aujourd'hui comme les manuscrits de la mer Morte, et les fouilles effectuées ultérieurement ont révélé que des femmes faisaient effectivement partie de cette communauté, et les manuscrits eux-mêmes sont profondément imprégnés de l'astrologie. Alors, comment aurait-il pu être au courant de cela 11 ans, avant que quiconque d'autre dans le monde ne le découvre? D'où provenait cette information? Et cela m'a vraiment conduit à commencer ce qui est devenu en quelque sorte l'œuvre de ma vie, à savoir l'étude de la conscience. Et j'ai pris la décision d'étudier les lectures et de les lire dans leur intégralité, en débutant par la toute première et en terminant par la dernière. Selon ce que je sais, je suis la seule personne, à l'exception de Gladys Davis, celle qui les a retranscrites et qui était également l'archiviste, à avoir jamais accompli cela. En 1965, c'était en 1965, et puis en 1968, Casey répétait sans cesse, « Eh bien, d'autres pourraient le faire. » Alors je me suis dit, « Eh bien, voyons si cela est vrai. » Alors j'ai construit Dieu dans mon jardin à Virginia Beach. J'ai créé un quadrillage avec de la corde au sol et j'enterrais des bocaux Mason
avec des objets à l'intérieur ou des boîtes de pellicule de 35 mm avec des objets à l'intérieur. Et je réalisais un miméographe, ce qui montre à quel point cela remonte loin dans le temps de ce quadrillage, et puis je l'envoyais à des personnes aux quatre coins du monde en leur disant, dans l'une de ces cases. J'ai commencé avec 12 cases, et finalement, cela s'est étendu pour atteindre 144 cases. Dans l'une de ces cases, j'ai enterré quelque chose. Pouvez-vous le localiser? Et si vous parvenez à le localiser, pourriez-vous le marquer sur la feuille de papier carbone que je vous ai envoyée? Ensuite, pourriez-vous me décrire ce qui est enterré là? Donc, d'abord la localisation, puis la description, et j'ai découvert que les gens pouvaient le faire. Alors, qu'est-ce que la vision à distance? Les visions à distance est l'accès à une conscience non locale pour des informations. Des infos provenant de sources locales. Je suis très familier avec le travail de Casey et bien sûr, pour ceux à l'écoute, pourriez-vous brièvement expliquer qui était Edgar Cayce? Edgar Cayce, un individu natif du Kentucky, est venu au monde après la fin de la guerre de sécession. Il était issu d'une famille de fondamentalistes évangéliques. Il n'a jamais dépassé la 8e année. Il s'est formé pour devenir photographe. Ensuite, il a perdu sa voix. Et il a assisté à une sorte de, pas une conférence, mais une réunion avec un hypnotiseur qu'il habitait. Volontaire, il s'est proposé comme sujet d'expérience. A commencé à expliquer à l'hypnotiseur ce qu'il devait faire pour retrouver sa voix. Et il l'a fait, et il commença tout. De la fin du 19e siècle. Il est décédé en 46, je crois, ou peut-être c'était en 45, 46. Il a donné approximativement 15 000 lectures. Il commençait à entrer en état de transe. Il a ensuite dit avoir contacté son moi supérieur, ce que la religion appellerait l'âme, ce que moi, je nommerais le moi éternel. C'est cet aspect de la conscience qui n'est pas dans l'espace-temps physique. Une partie du problème réside dans l'idée de la continuité de la conscience, c'est-à-dire que vous existiez avant de vous incarner. Vous aviez un moi éternel qui existait, et il a manifesté une personnalité qui s'est incarnée, et vous aviez la vie. Et puis, à votre mort physique. Cette personnalité architecture d'information est devenue une partie du moi éternel. Architecture de l'information, et ensuite, après un certain temps, dans le but pour des raisons qui vous sont propres, vous avez choisi de manifester une autre personnalité et incarner de manière physique. Ainsi, pour ce qui est des études menées sur les expériences de mort imminente, on estime que plus de 13 millions de personnes aux États-Unis ont rapporté avoir vécu une telle expérience. Les médiums affirment pouvoir canaliser les esprits des personnes décédées. Recherche sur la vision à distance et sur la réincarnation. Toutes ces études sont axées sur l'examen de la nature non locale de la conscience. Pouvez-vous expliquer ce qu'est exactement l'aspect non local de la conscience? Eh bien, je ne peux pas vous dire ce qu'est la conscience et personne d'autre ne le peut. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ressort très clairement des recherches, et je tiens à insister là-dessus avec vous, Alex, que je suis un homme de données, je ne m'intéresse pas à la spéculation, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théoricien, je ne spéculerai pas. Ce qui m'importe, ce sont des données dures, vérifiables objectivement. Je suis donc expérimentaliste. Et si vous regardez les données expérimentales dans ces nombreux domaines, ce que l'on découvre, c'est l'existence de preuves d'un aspect de la conscience qui ne serait pas basé sur la physiologie. Et tout simplement indéniable.
je veux dire le matérialisme qui a émergé à la suite du Concile de Trente dans le Xe siècle, qui a dissocié conscience et science, érigeant le matérialisme en paradigme prédominant. On pense souvent que la conscience est ancrée dans le cerveau, vue comme de la chair inerte. Sans matière, pas de conscience. Ce n'est tout simplement pas vrai. Je veux dire, rien qu'en se basant sur les preuves, ce n'est pas vrai. Et qu'au contraire, ce dont nous parlons, c'est qu'il existe un aspect de la conscience qui n'est pas basé physiologiquement. C'est-à-dire, cela ne dépend pas de votre cerveau. Votre cerveau a un rôle pour permettre à des données de conscience non locales de devenir conscientes dans l'espace-temps, mais cette conscience, votre cerveau aide à rendre consciente des données de conscience non locales dans l'espace-temps, mais cette conscience n'existe pas seulement à cause de lui. Alors, j'ai commencé mes recherches avec la grille. Au début, je l'appelais vision à distance, car les participants à mes expériences étaient éparpillés dans le monde entier. Ce sont juste des gens. Je savais, le terme vision à distance est, soit dit en passant, un terme plutôt affreux, a été inventé par un des visionnaires à distance nommé Ingo Swann. C'est, comme je le dis, un terme affreux, car cela n'a rien à voir avec le fait de voir, et la distance n'est pas le. Pouvez-vous m'expliquer le processus réel? Donc, quand vous envoyez, disons pour la recherche, si vous m'envoyez ce truc, est-ce que je dois entrer dans un état méditatif ou est-ce que je fais juste une supposition? Quel est le processus? Eh bien, je suis content que vous ayez parlé de méditation, car la clé de toute cette affaire est la capacité d'atteindre et de maintenir une conscience intentionnelle et focalisée. Les gens pratiquent la vision à distance, je veux dire, ce que nous appellerions aujourd'hui la vision à distance, depuis des milliers d'années. La plus ancienne vision à distance dont nous avons connaissance et qui a été réalisée essentiellement de la même manière que nous le ferions aujourd'hui se trouve dans le 46e chapitre d'Hérodote. Il était le fondateur de l'histoire, enregistrant l'histoire, les récits d'Hérodote sur le monde antique. Et cela implique Crésus, le monarque des nous connaissons comme richesse. Crésus, parce qu'il a frappé de la monnaie, fut la première personne à le faire, et il pensait qu'il allait être attaqué par les Perses dans l'actuel Iran. Et encore, et encore. Ils étaient grands et lui était plutôt petit. Lydia était un royaume moins vaste. Il était donc fort préoccupé, se demandant quelle action prendre. Il nomma donc un cercle d'intimes pour consulter les 7 oracles du monde grec. Il y avait 7 oracles de personnes qui pratiquaient essentiellement de la vision à distance. Et le seul dont nous avons connaissance est l'oracle de Delphes, qui était réputé. Ce étaient de jeunes filles. Elles étaient connues sous le nom de Pythie, des prêtresses qui s'asseyaient sur un trépied placé au-dessus d'une fissure dans le sol, par laquelle s'échappaient des vapeurs d'hydrocarbures, entraînant des états modifiés de la conscience. Il a donc donné l'ordre aux équipes envoyées vers les 7 oracles de patienter jusqu'au 100e jour. Et au 100e jour, et pas avant cela, vous irez consulter l'oracle et lui poserez la question. Que fait Crésus, fils d'Aliate? Ce que nous nommerions aujourd'hui vision à distance sortante. Ainsi, l'unique oracle que nous connaissons vraiment est celui de Delphes, parce qu'il était le véritable. Et quand l'équipe se trouvait à Delphes, qui était située à une distance assez conséquente, a pénétré dans le temple tout en portant le python. Avant même qu'il ne puisse poser la question, elle a dit « Eh bien, je suis capable de compter les grains du temps, c'est-à-dire les 100 jours. Et je vois la grande mer, c'est-à-dire il devait venir par bateau pour y arriver. Je vois une grande urne en bronze surmontée d'un large couvercle assorti, et une tortue ainsi que des cheveux qui ont été coupés et ensuite jetés dans un pot d'eau bouillante. Pour lui, cela n'avait strictement aucun sens, absolument aucun.
Mais ils ont tout consigné comme on leur avait dit de le faire, et ils sont retournés vers Crésus. Et ce qu'ils ignoraient, bien sûr, était que Crésus, au 100e jour, se demanda « Que puis-je faire qu'on n'imaginerait pas un roi en train de faire ?» Car s'ils affirmaient « Eh bien, il est assis sur son trône, occupé à promulguer des édits », je veux dire, cela signifie clairement qu'il est un roi. Il a donc ordonné qu'on apporte un trépied dans la cour de son palais, puis qu'on y allume un feu, et il a fait suspendre une grande urne en bronze au-dessus du trépied, munie d'un couvercle en bronze, après quoi il a découpé une tortue et un lièvre et les a jetés ensemble dans le pot rempli d'eau. Et donc, lorsque l'équipe de Delphes est revenue, et l'ambassadeur est allé à lui et lui a fait part des paroles prononcées par l'oracle de Delphes, eh bien, il s'est effectivement incliné et a rendu hommage, car cela était tout à fait juste. Ceci a été rapporté par Hérodote, qui, ainsi que je l'ai mentionné, est reconnu comme le père de l'histoire écrite. Et il l'a écrit dans le 46e chapitre. C'est précisément de la vision à distance. Il ne l'a pas nommé ainsi, bien sûr. Je qualifierais en fait tout cela de perception non locale. Alors, je vous demande, existe-t-il un lien entre la vision à distance et les archives akashiques? Peut-on y accéder ainsi? Ce que Casey appelait les archives akashiques, je le qualifierais d'architecture d'information non locale. Les deux grandes interrogations auxquelles je ne peux répondre, je ne suis pas en mesure de vous fournir de réponse ni quiconque d'autre, en fait. C'est ce qu'est la conscience et qu'est-ce que l'information. Actuellement, beaucoup de gens sont prêts à vous dire quelles informations sont contenues dans l'espace-temps. Mais nous savons grâce, par exemple, aux recherches sur la réincarnation, que les gens emportent des choses à travers les vies. Alors, où se trouve cette information? Nous savons que les médiums fournissent informations concernant l'emplacement ou la description des choses que personne au monde ne connaît au moment où ils le font, et ils se rendent sur les lieux ou peu importe pour vérifier, et effectivement, c'est bien là. Où trouver cette information? Ou dans le cas du travail que j'ai effectué, que je fais, j'ai commencé par faire de l'archéologie parce que c'était du triple aveugle pur. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il ne connaissait pas la réponse. Donc, si je pouvais amener un visionnaire à distance à décrire l'emplacement, juste comme la grille, et ensuite décrire ce que j'allais trouver. La question posée était, d'où avaient-ils obtenu ces informations? Où était-ce passé? Où cela est-il stocké? Ouais, bon, stocké n'est peut-être pas le terme. C'est un terme physique, certes, mais en tout cas, ce que nous savons est que il existe un aspect de la conscience qui reste indépendant des facteurs physiologiques. Nous savons que vous pouvez y accéder. Nous savons que cela provient, encore une fois, de la recherche. Nous le savons. Comme toutes les autres compétences humaines, c'est une sorte de courbe de Gauss signifiant qu'il y a seulement quelques individus extrêmement doués, comme Edgar Cayce, Stefano Sovietsky ou des personnalités similaires. Il y a donc quelques personnes qui sont vraiment douées pour ça, tout comme il y a quelques personnes qui sont vraiment douées pour jouer du violon ou pour faire de la physique. Il y a quelques personnes qui ne semblent tout simplement pas y arriver, et la plupart des gens se situent quelque part entre les deux. Environ 11% de la population mondiale possède un don réel pour cela, mais quoi qu'il en soit, ce que nous découvrons selon les recherches encore, c'est que les méditants s'en sortent mieux que les non-méditants de manière routinière. Et c'est pourquoi ils enseignent la méditation dans les dojos d'arts martiaux, les lamasseries tibétaines, les temples hindous, partout dans le monde. Si vous observez toutes les religions du monde, vous remarquerez qu'elles possèdent toutes une technique pour développer la méditation. Et la raison pour laquelle elles font cela est que être capable d'entrer en méditation permet de concentrer sa conscience, de sorte que le stimulus neurophysiologique qui domine la majeure partie de votre pensée, il fait chaud, il fait froid, il y a de la lumière, il fait sombre, ça sent mauvais, ça sent bon, peu importe. La majorité de nos pensées sont en lien avec les impressions sensorielles. Oh, j'ai vu cette femme,
C'était vraiment une belle femme et toutes ces sortes de choses. Ce que vous souhaitez, c'est que cela passe au second plan, afin de pouvoir prendre conscience de ce que la religion appelle la petite voix intérieure. Mais je m'exprimerai sur l'aspect non local de la conscience. Vous vous ouvrez à la conscience non locale et vous pouvez obtenir toutes sortes d'informations que vous désirez. C'est en partie ce qui effraie les gens, l'absence totale de secret. Oui, d'accord. Donc, vous avez mentionné quelque chose en rapport avec l'archéologie, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Vous avez accompli un travail remarquable en archéologie, contribuant à des découvertes. Pourriez-vous expliquer votre rôle dans l'Arche? Eh bien, la raison pour laquelle je me suis intéressé à l'archéologie, c'est que je viens d'un milieu anthropologique. Et à l'époque où j'ai débuté, cela se passait vers la fin des années 60. L'un des grands problèmes en archéologie, c'était où chercher. Car la plupart des découvertes archéologiques étaient faites, sont survenues par hasard. Un agriculteur labourant son champ a découvert un tombeau et une équipe de travaux publics creusant un souterrain a trouvé un temple ou similaire. La majorité de ces découvertes ont été réalisées de manière fortuite. Et le grand débat de l'époque en archéologie, c'était de savoir comment mieux déterminer les lieux de recherche. Alors je me suis dit, tiens, c'est très séduisant, et comme je vous l'ai dit, j'avais réalisé cette expérience de quadrillage dans mon jardin, réussi, et je me suis dit, bon, d'accord, peut-être que je pourrais utiliser vision à distance, vision remote, perception non locale, peu importe. Je l'utilise pour trouver des sites archéologiques. Tout comme la grille, je leur demanderai de le localiser sur une carte, de me faire un petit dessin dessus, puis de me donner une description de ce que je trouverai sur place. Et puis nous ferons le travail de terrain. Et avant de procéder au travail de terrain, j'ai conçu le protocole de manière à ce qu'il y ait une enquête électronique de la même zone que celle choisie par les observateurs à distance pour voir si un dispositif de détection électronique tel qu'un sonar à balayage latéral, procession de protons, magnétomètre, radar à pénétration de sol, peu importe, pour que vous puissiez retrouver ce site web électroniquement. Et dans tous les cas, vous ne pourriez pas. Ainsi, après avoir réalisé l'enquête électronique, nous passons au travail de terrain. Ce n'est pas une technique de recherche. Nous allons directement à l'endroit qu'ils ont indiqué. Et si c'est sous l'eau, je sors en petit bateau ou en grand bateau et je leur donne une bouée en leur disant « Quand nous serons au-dessus du site, lâchez la bouée ». Ou si c'est sur terre, je dis « Voici un piquet en bois ». Quand nous arrivons sur place, plantez simplement le piquet dans le sol. Vous pouvez aller sur mon site internet stephanieswartz.com et regarder quelques films. Je filme ces moments. Vous pouvez regarder quelqu'un localisé. Un bâtiment enfoui dans une ville ensevelie, sur une superficie de 200 km², localisé au centre même du désert. Et décrire des objets avec une précision au 16e de pouce. C'est remarquable. Donc, lorsque vous faites de la vision à distance, vous êtes assis là, en gros, dans un état méditatif et vous avez une intention de ce que vous cherchez. Et ces informations, en quelque sorte, se téléchargent dans votre esprit. En résumé, oui, c'est comparable à effectuer une recherche sur Google. C'est comme une recherche Google, mais sur un Internet bien plus grand où vous faites votre quête. Oui, c'est Google. C'est un groupe non local. Donc, c'est le cloud, si vous préférez. Eh bien, encore une fois, je ne sais pas ce qu'est l'information et elle existe manifestement en dehors de l'espace-temps. Donc, je ne sais pas comment la décrire exactement. Mais ce qui ressort clairement des recherches expérimentales, c'est que tout ce qui s'est jamais passé fait partie de l'énorme base de données de Google avec des informations non locales. Ce qui est crucial, il y a environ 6000 ans, les hindous évoquaient déjà l'existence des archives akashiques. C'est exactement ce qu'ils entendent par les archives akashiques. Ensuite, Edgar Cayce a d'une manière remis cela au goût du jour. La compréhension populaire de son époque d'activité. C'est tout à fait fascinant. Est-il possible de former vraiment n'importe qui à faire cela, n'est-ce pas? Oui, effectivement, j'ai testé 23 000 personnes.
20 et la majorité d'entre eux sont capables de le faire à différents niveaux. Comme je l'ai dit, certaines personnes sont bien meilleures que d'autres. Prenons par exemple George McMullen, un gars avec une éducation de niveau 3e qui était responsable des pièces détachées dans une concession Chrysler à Nanaimo, au Canada, en Colombie-Britannique, qui a été démontré à maintes reprises. Je veux dire, nous avons trouvé le palais de Cléopâtre, nous avons trouvé le palais de Marc-Antoine, nous avons trouvé le phare des pharaons, l'une des 7 merveilles du monde antique. Nous avons découvert des navires enfouis, nous avons trouvé une des caravelles de Colombe de son 4e voyage. Je veux dire, la liste est longue, très longue. Et voilà ce type avec une éducation de niveau 3e, dans une petite ville sur l'île de Vancouver, et qui était capable de cela. Il avait la capacité de localiser des objets sur une carte. Ou encore Hila Hammond, une photographe d'art de renommée internationale, initialement engagée par Russell Targ, un autre chercheur, pour agir en tant que témoin de contrôle, parce qu'il était sceptique quant à ses compétences, tout comme elle-même l'était. Cependant, il s'est avéré qu'elle était extrêmement douée. Quelles étaient donc les remarques de l'établissement archéologique à propos de ce travail? Eh bien, dans un certain cas, c'est dans le projet Alexandrie, j'ai écrit un livre à ce sujet, le projet Alexandrie. Vous pouvez l'obtenir sur Amazon. Je voulais plonger dans le port-est d'Alexandrie. Alexandrie est la 2e plus grande ville d'Égypte. Elle se trouve juste au bord de la Méditerranée, littéralement. Et les voyants à distance m'avaient informé que le palais de Cléopâtre et celui de Marc-Antoine, de même que le phare des pharaons et la colonne de Pompée, qui étaient des édifices historiquement reconnus mais dont les lieux exacts restaient un mystère, se trouvaient tous engloutis sous l'eau, car plaques lithosphériques avaient glissé puis étaient sombrées. Et l'antique cité d'Alexandrie s'étendait approximativement sur environ 9 mètres, plus éloignée dans la mer par rapport à l'époque moderne. Et bien sûr, personne ne savait cela à aucun moment. Et je voulais faire cette plongée, alors je me suis adressé au gouvernement égyptien, auprès du gouverneur de l'Égypte, Mohamed Hilmi, ainsi que du directeur de l'archéologie, division et gouvernement au Caire. Demander permission pour réaliser cette plongée jamais faite auparavant. Et au sein de l'Université d'Alexandrie, les archéologues bénéficiaient d'un grand département d'archéologie. Ils pensaient simplement que tout cela était... Ils disaient, c'est n'importe quoi, vous ne pouvez pas faire ça, personne ne peut faire ça, c'est juste des bêtises. Je veux dire, ils étaient un peu plus polis que ça, mais en réalité, on ne peut pas avoir Fowler. Ouais. Donc, c'est le gouverneur Hilney qui m'a dit cela. Ils ne veulent pas que vous le fassiez. Et j'ai dit, eh bien, que faudrait-il pour que vous disiez oui? Et il a dit à ses archéologues, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour dire oui? Et ils ont répondu, eh bien, il faudrait que vous nous prouviez que vous en êtes capable. J'ai dit, d'accord. Alors ils ont dit, j'ai dit, que voulez-vous que je fasse? Et ils ont répondu, nous voulons que vous localisiez un bâtiment enfoui de notre choix, dans une ville ensevelie dans le désert, à environ 40 kilomètres d'Alexandrie. J'ai dit, d'accord. Et donc, nous sommes partis là-bas. Un matin de bonne heure, j'ai emmené Georges et Ella. Il n'y avait pas de carte, donc je ne pouvais pas m'occuper de la partie carte. Il n'y avait pas de carte à l'échelle appropriée pour pouvoir le faire. Alors, nous les avons emmenés un par un. Un restait en arrière et l'autre, il est monté dans la voiture et ensemble, nous avons pris la route vers le désert. Vous pouvez le voir. Comme je dis, observez par vous-même. Tout est assurément dans le film sur mon site web. Et cet archéologue dit à Georges, je veux que tu localises un bâtiment enfoui dans la ville ensevelie de Maria. Et je désire que tu découvres un édifice qui possède des carreaux ou des mosaïques. Et je souhaite que tu me dises exactement où cela se situe et ce que je vais découvrir là-bas. Car c'était à lui de mener les fouilles et non à moi. Alors, ils n'ont pas trouvé, donc ils ne savent pas. Ils n'ont pas mis la main dessus. Ils ne savent pas où cela se trouve. Non, ils ne savent pas où ça se trouve. Ils savent que ça existe. Peut-être dans cette vaste zone. Oui, dans cette zone, enfouie sous les dunes de sable.
Nous avons marché pendant quelques heures et finalement Georges déclare « D'accord, je sais où je veux aller ». Il s'agenouille dans le sable, se tourne vers l'archéologue et dit « C'est ici que je veux aller ». Il sait que c'est juste. L'archéologue hoche la tête et répond « D'accord ». Alors, on monte dans la voiture et on conduit. Georges dit « Tourne à gauche, tourne à droite ». Et l'archéologue et tous ses étudiants de 3e cycle qui sont dans une autre voiture, ils se marrent tous. Nous arrivons à l'endroit où Georges dit « C'est bon, arrête-toi ». Il ouvre la porte et sort aussitôt. Et ils sortent, ensuite ils se mettent à nous suivre, chaque instant est capturé en vidéo. Et alors, Georges marche un peu et puis il dit « D'accord, je vais passer par-dessus ce mur, c'est bien le bâtiment que nous cherchons. » Et je demande « Tu enjambes le mur ?» Et il me dit « Oui, il y a un mur, puis derrière 3 pièces s'en suivent. » Et c'est à environ 1,20 m de profondeur. C'était tout. Juste 1 mètre, peut-être 1,20 m. C'était tout. Sous terre, exactement. Alors, ce n'est pas comme si difficile d'accès. Non, 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 non. Et il affirme, c'est un bâtiment chrétien. Effectivement, il a été érigé par des chrétiens. Et on pouvait simplement l'entendre pouffer et ricaner. Là-bas, puis il a prononcé ces mots. Et il y a ces petits carreaux. Ils sont blancs, rouges et noirs, lisses sur une face, polis sur une face, et sur l'autre face, ils portent une couche de quelque chose qui ressemble à du plâtre blanc. Et il réalise un petit dessin. Je m'approche alors de l'archéologue et il commence à me parler. Tu vas être sacrément embarrassé. J'ai demandé pourquoi, et il a répondu, eh bien, nous avons réalisé une étude électronique de cette zone précise. Elle a été publiée, elle fait partie des archives académiques publiées, réalisées par l'université de Guelph. Et ils ont utilisé un radar à pénétration de sol, et il n'y a rien à l'endroit que tu as choisi. Et même s'il y avait quelque chose, ça ne pourrait certainement pas être chrétien, ça devrait être romain. Et je ne crois pas un mot de tout ça. Et nous avons donc fait venir Yella, et Hela part. La même chose, au même endroit. Elle a dit, ah oui, il y a 3 pièces distinctes. Et puis, au cœur de la pièce centrale, se trouve une colonne en argile, érigée bien après, qui est associée à la gestion de la chaleur. Je ne comprends pas exactement, mais c'est une colonne argile dans la salle centrale. Alors, elle s'en va et nous faisons venir Georges. Je m'adresse à lui. Georges, voici 4 piquets. Es-tu capable de délimiter les coins de cette pièce? Pense-y attentivement. Délimite le coin, pas l'ensemble de la pièce du bâtiment. D'accord. Les coins sont très importants, parce que si tu creusais en bas, et qu'il n'y avait pas de sol, et que tu ne touchais pas les murs, tu ne saurais jamais qu'il y avait un bâtiment. Donc, il faut bien soigner les coins. Alors il dit, d'accord, et commença à planter des piquets. Et puis, je dis à l'archéologue, un homme qui s'appelle Fauci Fakarani, d'accord, faites entrer vos hommes et commencez à creuser. Et il a dit, eh bien, ils ne vont rien trouver. Je veux dire, tout cela est simplement une perte de temps. Et nous avons débuté les fouilles, et à peu près à 1 mètre de profondeur, nous avons découvert le haut des murs. Ils ont, sur Georges, je crois que c'était sur une superficie de 1700 km², localisé un bâtiment jusqu'à 70 cm. Nous continuons de creuser. Quand arriverons-nous à la salle du milieu? Nous trouvons la grande colonne d'argile que Ella avait décrite. Il s'avère que c'était une sorte de four bédouin qui a été construit après que la ville ait été abandonnée. Les tribus bédouines s'étaient installées et ils l'avaient construit pour cuire le pain. Ils construisaient un feu autour de l'argile. Ça devenait très chaud et ensuite ils claquaient pour faire du pain. Et effectivement, la chaleur de la colonne cuirait le pain. C'était précisément comme elle l'avait décrit. Alors, qu'ont-ils dit? Eh bien non, poursuivez, s'il vous plaît, et descendons encore un peu plus, et nous découvrons alors les carreaux rouges, blancs et noirs. Et si nous allons un peu plus loin, nous trouvons le chrétien, des marques de consécration sur les fondations. C'est donc un bâtiment chrétien. Ce n'est pas un bâtiment romain ou égyptien, cela était. Il avait les tuiles exactement comme décrit. Les pièces étaient exactement comme décrites. Elles étaient exactement là où elles étaient situées. Alors, tout a fonctionné.
Et donc, je suis retourné voir le gouverneur Hilmey, et j'ai dit, bon, et maintenant? Il a dit, maintenant, vous avez la permission de plonger, et c'est ainsi que nous avons trouvé le palais de Cléopâtre et le palais de Marc-Antoine et la colonne de Pompée et le phare construit par les pharaons. Et je suppose qu'à ce stade, le milieu de l'archéologie, l'establishment archéologique, a commencé à considérer votre travail avec plus de sérieux, je me trompe. Oh, ils étaient extrêmement satisfaits des multiples découvertes réalisées. Et d'une manière assez remarquable, la trouvaille la plus significative fut la localisation de l'ancien mur de mer exactement à l'endroit où les visionnaires à distance l'avaient prédit. Cette découverte a révélé que notre conception antérieure de la disposition de la ville était incorrecte, car en réalité, la ville s'étendait 30 pieds plus loin en direction de la mer que ce que nos estimations précédentes avaient suggéré. Alors, la grande question est, où se trouve l'Atlantide, monsieur? Où est l'Atlantide? Eh bien, je pense que c'est un sujet sur lequel Edgar Cayce s'est beaucoup exprimé. Ah, c'est vraiment intéressant. Deux aspects des lectures d'Edgar Cayce me semblent incorrects. L'un est relatif au récit de l'Atlantide, et l'autre concerne les histoires égyptiennes sur Rata. Et la raison en est que nous savons, grâce à la recherche expérimentale, que les intentions et croyances de qui pose la question influencent très fortement le sujet en vision à distance, et donc les personnes qui lui posaient des questions sur l'Atlantide étaient tous des fanatiques de l'Atlantide. Ainsi donc, il parle de cette civilisation ancienne qui aurait vu le jour il y a 10 500 ans et qui serait à l'origine de la construction des pyramides. Ce n'est pas correct. Nous savons précisément qui a construit les pyramides. En effet, nous connaissons l'identité de l'architecte et son lieu de sépulture. Il n'y a pas des signes d'une civilisation avancée dotée de la capacité de voler, par exemple, telle qu'il l'a décrite il y a 10 500 ans. Compris? Et la raison, comme je l'ai dit, est que les personnes qui posaient les questions étaient des fanatiques et elles ont influencé, comme vous le faites. Les intentions et les attitudes des chercheurs ont donc un impact sur la capacité du voyant à distance à obtenir des informations, car dans le non local, dans le grand Google du ciel, comme on dit, des informations inexactes s'intègrent souvent à l'architecture de l'information, et cette notion est solidement établie, tenue pour vraie. D'accord, admettons. Maintenant, un autre sujet dont vous avez parlé dans d'autres interviews, c'est la capacité de visualisation à distance du futur. Les décennies des années 2040, des années 2050 et à présent même celles des années 2060. Pourriez-vous parler un peu de ce processus? Parce que nous avons discuté de la découverte de choses en se basant sur les informations actuelles ou de trouver quelque chose ici localement en ce moment, mais nous n'avons pas encore abordé l'avenir. La vision à distance concernant le futur, quelle est la méthode pour la pratiquer? Et allons-y étape par étape en examinant chaque décennie. Que pouvez-vous nous révéler sur les années 40? Il faudrait certainement bien plus qu'une simple interview pour cela. Je vous en ferai un résumé succinct. Un aperçu général, en somme. Oui, je vous suis reconnaissant. D'accord. Alors, je travaille dans l'administration publique. Je suis l'assistant spécial du chef des opérations navales pour la recherche et l'analyse. Je travaille également auprès du Conseil national de sécurité. Et je suis également à l'Institut de technologie du Massachusetts, groupe de discussion du secrétaire à la Défense sur les technologies d'innovation à l'avenir, et lors du groupe de discussion du Smithsonian sur les technologies d'innovation à l'avenir. Donc, je fais partie du monde géopolitique, et nous étions en 1976 quand j'ai quitté le gouvernement. Et durant cette période, la majorité des personnes de ce milieu étaient convaincues qu'une guerre nucléaire, qu'elle soit accidentelle ou délibérée, allait éclater. Et en réalité, si ce n'était pour un colonel soviétique qui a refusé d'appuyer sur le bouton, nous aurions eu
une troisième guerre mondiale. Donc, dans tous les cas, j'avais une jeune fille qui venait tout juste de naître, avait déjà quelques années. J'étais extrêmement préoccupé par ce que l'avenir lui réservait. Si une guerre nucléaire éclatait. Alors je me suis dit, bon d'accord, je verrai si on peut avoir des visions à distance du futur. Nous savions qu'il pouvait avoir des visions prédictives à distance de quelques jours ou même semaines dans le futur. Mais pouvait-on aller plus loin dans l'avenir et obtenir des informations pertinentes? Nous nous attendons à voir. Lorsque vous lancez de grands projets, définir une cible ne suffit pas. Je vais vous montrer une cible. Pourriez-vous la décrire? C'est le genre de protocole standard de laboratoire, et j'en ai réalisé des milliers. Mais là, c'est bien plus important. Vous observez des choses bien plus grandes que la simple description. Une photographie de station radar. J'ai commencé, je savais grâce à mes recherches que si vous anticipez trop sur l'avenir, vous ne saisirez pas le sens de leurs paroles. Pour illustrer mon propos, je vais vous fournir un exemple concret. Jules Verne, l'illustre auteur de l'œuvre 20 000 lieues sous les mers. Il a ensuite écrit un autre livre, succès immense, une œuvre triomphante. C'était dans les années 1850. Il a écrit un second livre, c'était à propos de Paris durant les années 60. Et à l'intérieur, il le dit. Les entreprises dominent l'économie parisienne. Les femmes travaillant dans les entreprises, du jamais vu. Les gens utilisent des moteurs à combustion pour se déplacer. Et ainsi la correspondance commerciale est transmise au moyen de télécopieurs. Et la ville de Paris se caractérise par une immense tour métallique qui n'était pas existant à cette période. Et il fait parvenir cela à son éditeur, qui lui répond alors, c'est un véritable bijou. Je suis à la fois ton ami et ton éditeur, et le meilleur conseil que je puisse te donner est de mettre de côté ces idées et de ne pas en parler, car cela te ferait passer pour un fou. Personne ne croirait à de telles choses. Rien de tout cela ne se produira jamais. Comment peux-tu sérieusement envisager que les femmes vont intégrer le monde des entreprises? Ou bien, je n'ai strictement aucune idée de ce qu'est un appareil de télécopie. Mais de toute façon, tout cela est absurde. Range-le et oublie cette chose. C'est exactement ce qu'il fait. Et dans le... Je pense 1980. Il se peut que je me trompe de date. Publié en 91. Enfin, je pense aux années 80. Et un héritier de Jules Burns hérite d'une ferme. C'était la sienne. Il se dirige vers la propriété qu'il a héritée. Il entre dans une grange et en dessous, il aperçoit quelque chose de petit. Et il dit au fermier, « Qu'y a-t-il dans le coffre-fort » Et le type dit que je n'en ai aucune idée. « Tu ne peux pas l'ouvrir. » Je n'ai pas pu l'ouvrir. Mon père n'a pas pu l'ouvrir. Donc je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans le coffre-fort. Alors il fait venir un serrurier et il l'ouvre. À l'intérieur du coffre-fort se trouve la correspondance que je viens de décrire, ainsi que le manuscrit du livre. Et bien sûr, chaque détail que Jules Verne a décrit était exact. Il observait le futur à distance. Largement en avance? Oui, et il était tellement en avance sur son temps que personne ne pouvait comprendre de quoi il parlait. Alors quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, bon, je ne peux pas aller trop loin dans le futur, parce que si je vais trop loin, je ne comprendrai pas de quoi il parle, n'est-ce pas? Alors je me suis dit, tiens, je vais aller jusqu'en 2050. En 1908, j'ai débuté. Ce qui est devenu maintenant une expérience de plus de 20 ans. Je me suis lancé. 4000 personnes réparties aux 4 coins de la planète, de plusieurs nations différentes,
Visualisation à distance même d'être en l'année 2050. Alors quoi maintenant? Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre. Alors, si nous décidions de procéder ainsi, je te dirais, Alex, je souhaite que tu te projettes dans le temps jusqu'au 9 novembre de l'année 2050 ou bien, si c'est possible, jusqu'à l'année 2060. Et toi, es-tu incarné? Eh bien, si tu ne l'es pas, vois à travers les yeux de quelqu'un d'autre et décris-moi que vois-tu. Comment vivent les gens? À quoi ressemble la médecine? Mais la grande question que j'ai posée au départ parce que j'étais préoccupé par la guerre. Y a-t-il eu une guerre avec des armes nucléaires? Et ils ont répondu non. Et j'ai affirmé, alors le monde doit devenir plus sûr. Et ils ont répondu non, le monde est en réalité bien plus dangereux. Et j'ai dit vraiment? Pourquoi? Je n'aurais jamais imaginé. Ils ont dit à cause du terrorisme. Maintenant, en 1978, lorsque j'ai débuté, la seule forme de terrorisme reconnue était celle du conflit entre protestants et catholiques en Irlande, qui attirait l'attention de tous. C'était avant l'événement en Iran. Ouais, avant que tout cela ne se produise. Ouais, donc je ne savais tout simplement pas quoi penser de ça. Et je leur ai donc dit. Eh bien, à quoi ressemble l'Union soviétique maintenant? Et ils ont dit, eh bien, elle n'existe plus. Je l'ai dit, comment est-ce possible qu'elle n'existe plus? Ils ont affirmé qu'elle n'existe plus. Et j'ai effectué le tour pour rencontrer tous mes amis actifs dans le domaine géopolitique. Et je leur ai dit, j'ai reçu cette information qui indique que d'ici à l'année 2050, l'Union soviétique ne sera plus. Alors, je suis allé à leur rencontre et je leur ai posé la question. Pouvez-vous envisager une quelconque raison pour laquelle l'Union soviétique pourrait cesser d'exister? Pensez-y bien, nous vivions à cette époque-là. La structure géopolitique mondiale entière était fondée sur l'équilibre entre les deux grandes superpuissances, blablabla. Bla bla. Et ils m'ont rétorqué, c'est du n'importe quoi. À quoi fais-tu allusion? Que naturellement l'Union soviétique ne va certainement pas se dissoudre. Des extraterrestres vont descendre et tout déchirer, l'emporter. C'est du grand n'importe quoi. Mais évidemment, le jour de Noël 1991, l'Union soviétique a cessé d'exister. Et donc, je leur ai dit, bon, très bien, discutons alors de la santé. Ils ont demandé, ça fonctionne comment? Décrivant un système de santé fort différent. Et j'ai dit, alors, les gens sont-ils plus en bonne santé? Et ils ont répondu, oui, mais il va y avoir toute une série de pandémies. Et j'ai dit, vraiment? Et ils ont répondu, oui, la première sera une maladie du sang qui se transmettra des primates aux humains en Afrique, et elle va tuer des millions de personnes. Je me rappelle, c'était en 78 ou 79, je suis allé voir un ami qui était directeur adjoint aux Instituts nationaux de la santé. Curieux, je lui ai demandé, « Connais-tu une maladie du sang transmise des primates aux humains en Afrique capable de tuer des millions? » Il m'a fait que c'est souri et rétorqué. Stéphane, arrêtez de fumer ce que tu fumes. Ce n'était vraiment pas si loin devant lui. Ce n'était vraiment pas si loin. Non, pas du tout. En 1981, le VIH-Sida fait son apparition, causant 35 millions de décès. Ensuite, le SRAS survient, suivi par le H5N1, et aujourd'hui, nous faisons face au Covid. Et nous en aurons encore d'autres. Car les virus et les bactéries mutent. Sous l'effet du changement climatique, ils s'adaptent à de nouvelles conditions. Mais en tout cas, c'est bien ce qu'ils m'ont dit à l'époque. Personne ne me croyait alors. L'autre chose qu'ils ont commencé à dire, c'est « Mon laboratoire se situait à Los Angeles à cette époque. Et je menais une séance avec une personne, c'était la première fois. Et j'ai dit « Bien, vous savez, ils étaient censés se projeter dans le temps jusqu'au 25. Où êtes-vous? Je suis à Los Angeles. » J'ai dit « Oh, d'accord. À quoi ressemble Los Angeles? » Et ils ont dit « Oh, eh bien, c'est très différent. » J'ai dit « Pourquoi? » Ils ont dit « Eh bien, pour commencer, une grande partie de Santa Monica et Venice est submergée. Et Hermosa Beach, Manhattan Beach, tout est complètement submergé. Et alors, je suis allé rendre visite à un ami qui se trouvait être l'un des climatologues. Les climatologues de premier plan au sein du gouvernement, et lui ai demandé « Pourriez-vous me donner une raison pour laquelle l'eau déborderait? »
Quelle plage à Los Angeles choisir, Hermosa ou Manhattan? Et il a dit non, il n'y a aucune raison, c'est simplement absurde. Mais bien sûr, le changement climatique, si vous regardez les projections, fait maintenant exactement cela. J'étais en Floride et j'ai fait appel à des personnes pour faire de la vision à distance de l'année 2050. Et ils ont dit, eh bien, la majeure partie de la Floride a disparu. J'ai dit quoi? Et ils ont répondu, oh, eh bien, de Fort Myers vers le sud, tout a disparu. Et je me suis dit, vraiment? Et je suis allé, ami, qui avait un autre ami travaillant au sein du gouvernement en Floride, et qui a demandé, savez-vous pour quelle raison? Bien sûr. Ils ont juste dit, allez, j'entends un thème. Un thème se dessine, effectivement. Oui. Oui, exactement. Alors, le changement climatique, toutes ces histoires de changement climatique, je n'avais jamais entendu parler de changement climatique jusqu'en 1991, quand j'ai lu un article dans l'American Scientist sur le Carotages de Glace qui suggérait qu'il y avait eu des changements climatiques et que le changement climatique commençait à se produire. Et maintenant, bien sûr, presque chaque jour, tout le monde en parle. Mais à l'époque, en 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, personne ne savait. Non, je ne savais pas quoi en penser. L'autre point clé était que il y a tant de choses incroyables qu'ils m'ont dites. Et j'ai dit, eh bien, comment est la société maintenant? Et ils ont dit, eh bien, elle est en pleine évolution. À travers ces programmes électroniques. Et je me suis dit, des programmes électroniques, comment font-ils? C'était avant que l'Internet ne décolle vraiment. Je l'ai oublié. Netscape a démarré en 90. Ouais, début des années 90. Quoi qu'il en soit, en 78 et 79, tu comprends? J'ai fait l'acquisition de mon tout premier ordinateur en 78. L'Apple II avait 64 kilooctets de mémoire. Et ces personnes affirment, oh non, vous avez la possibilité de parler à n'importe qui partout dans le monde. C'est de cette manière que les gens communiquent. Et bien sûr, tout cela n'avait aucun sens. Mais évidemment, maintenant, ça a parfaitement son sens. Alors, c'est ce qu'ils affirment. Cela est prévu pour l'année 2050. C'était l'année 2050, ouais. Et maintenant, nous sommes dans les années 2060. Donc, c'est bien les années 2060, les données que j'analyse en ce moment. L'aspect le plus marquant pour moi concernant les années 2060, c'est que dans la période entre 2040 et 2045, il va se produire un événement significatif, vraiment sismique, un changement cataclysmique dans la société humaine. Et je ne suis pas tout à fait sûr pourquoi encore. Je pense que c'est en fait une confluence d'événements. Le changement climatique, la cessation de l'utilisation du moteur à combustion interne, le changement en raison des conséquences du changement climatique, de grandes migrations sont attendues à l'intérieur des États-Unis, écartées des côtes à cause d'une quantité excessive d'eau. De la région sud-ouest, car il n'y a pas suffisamment d'eau et la température y est trop élevée. Et à l'extérieur des États centraux en raison de cataclysmes, des phénomènes tels que les tornades. Ainsi, il va se produire ces trois grandes migrations qui vont transformer la société de façon radicale. La société telle qu'elle existera dans les années 2060, discutons de cet événement survenu quelque part entre 2040 et 2045. Comme je dis, je pense pas qu'il s'agisse d'un événement unique, c'est d'une conjonction de facteurs. Mais de toute façon, ils se décrivent désormais comme étant de l'autre côté. Donc, cela sera d'ici l'an 2060. Quoi qu'il en soit, les gens ont commencé à s'adapter progressivement. Ils parlent de leur espace de vie d'une manière nouvelle. Tout est devenu plus minimaliste. Cela me fait penser à la Scandinavie ou peut-être à la Hollande aux Pays-Bas. Et vous parlez des États-Unis? Les États-Unis, oui.
J'ai posé la question de savoir si les États-Unis existent encore, car je n'étais pas sûr qu'ils existeraient encore. Et ils ont dit, eh bien, il existe toujours en quelque sorte, mais le pouvoir réel a effectivement glissé vers les États individuels et leurs alliances, et vous pouvez le voir arriver. Alors, vous pouvez constater le mouvement sécessionniste qui prend de l'ampleur parmi la droite, et puis vous voyez également un essor, transformation de la conscience dans les États dits bleus, qui sont fatigués de l'absurdité des États rouges et de leur obstination à ignorer la lutte contre le changement climatique. Ainsi, je crois que Washington, Oregon, Californie vont se regrouper ensemble. D'accord, le Texas n'est pas... En consultant les données, vous pouvez voir, cela paraît extrêmement partisan et hautement politique. Ce n'est pas la bonne conception. Ce sont juste des données. Si vous observez la gouvernance à travers les États-Unis, ce que vous constatez, c'est que la gouvernance républicaine est toujours inférieure à la gouvernance démocrate, si votre critère est le bien-être social, ce qui compte vraiment pour moi, car selon ma compréhension actuelle de toutes ces recherches que j'ai menées, il y a environ 20 ans, j'ai commencé en regardant si nous pouvons faire cela dans un labo avec une personne ou un groupe. Cela se produit-il socialement? J'ai écrit un livre intitulé « Les 8 lois du changement après environ 20 ans de recherche ». Comment peut-on réellement instaurer une transformation sociale qui soit centrée sur le bien-être? Et alors arrivèrent les années 60. Décrivez un monde qui serait très différent, principalement, je crois, parce que à l'heure actuelle, les États-Unis sont réellement un pays avec une seule priorité sociale prédominante, à savoir le profit. Tout est guidé par la recherche du profit, pas le bien-être. Et effectivement, on peut observer que dans les États où l'importance est accordée au bien-être, ils affichent de meilleures performances comparativement aux États où cela est ignoré. Les États rouges, pour chaque dollar qu'ils contribuent au Trésor sous forme d'impôts, reçoivent plus d'$1 en retour. Les États bleus, pour chaque dollar qu'ils versent, reçoivent moins d'$1 en retour. Je pense donc qu'avec le temps, les États bleus vont finir par se lasser de financer l'échec des États rouges. Il va se produire de grandes migrations qui vont radicalement transformer la santé. Car en discutant des migrations internes, j'ai eu l'occasion de prendre la parole lors d'une conférence médicale et j'ai adressé ces mots aux médecins qui m'interrogeaient à ce propos. Je leur ai dit, imaginez que vous résidiez dans une ville comptant à peu près 50 000 habitants. Et 5 000 individus arrivaient subitement dans votre ville, se révélant être des immigrants ou des migrants venant d'autres régions internes. Les hébergeriez-vous? Où iraient-ils pour les toilettes? Quel type de soins de santé? 11% ou peu importe sont diabétiques. Auriez-vous l'insuline nécessaire pour les prendre en charge? Et ils ont dit non, nous ne serions préparés à rien de tout cela. Mais c'est ce qu'ils décrivent, ce sont ces migrations. Ces modifications. Quittant les villes, on trouve des petites communautés. Cet événement majeur survenu entre 2040 et 2045 qui a bouleversé de manière fondamentale la société environnante. Le monde entier et pas uniquement les États-Unis. État, pas exclusivement aux États-Unis. Cela se produit partout dans le monde, mais est particulièrement notable aux États-Unis. Y a-t-il une superpuissance en 26? Pas de la manière dont nous l'avons envisagé, dans le sens traditionnel. Un monde bipolaire, la Chine s'est transformée en une puissance beaucoup plus grande, les États-Unis, mais moins. Existe-t-il une solution? Des guerres ont-elles éclaté entre-temps? Sûrement. Plusieurs. Eh bien, il y a des guerres localisées comme la guerre en Ukraine, mais pas de guerre mondiale. Je ne possède aucune description concernant les guerres mondiales. Puis-je vous poser une question car nous sommes témoins d'un changement de conscience sans précédent à l'échelle mondiale. Un nombre croissant de personnes s'éveillent à la spiritualité, s'adonnent à la méditation, pratiquent le yoga et aspirent à se connecter plus profondément à la source, avec une intensité inégalée dans l'histoire.
Comment cette évolution se traduit-elle en 2050 ou 2060 en termes de conscience humaine? Quels changements pouvons-nous anticiper dans la manière dont l'humanité perçoit son existence et son environnement? Eh bien, les gens le sont effectivement. Cela concerne directement les priorités et les valeurs. Les individus vivant dans les années 2050, et plus précisément ceux de 2060, décrivent leur époque. Les années 2050, je crois, et je me retourne pour regarder en arrière, je commence à peine à explorer cette période. Je pense que les années 2050 restent encore un petit peu en état de choc à cause des événements qui se sont produits entre les années 2040 et 2045 et une décennie plus tard, au cours des années 2060. Oui, ils dépeignent un monde où ils en parlent comme d'un événement du passé. Alors mais en gros, ce qu'ils décrivent, c'est un monde dans lequel les gens ne voyagent pas aussi fréquemment. Les avions en particulier ont cédé la place à un retour en force notable du train. La fin de l'ère du moteur à combustion interne. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'ils décrivent la manière dont nous abordons le mouvement des VE, le mouvement des véhicules électriques, reproduit le modèle des stations-service. La présence de bornes de recharge. Mais les observateurs à distance de l'avenir décrivent que les routes rechargent les voitures électriques. Effectivement, des recherches sont menées à l'Université Cornell, que les routes rechargent directement, changeant la problématique de la batterie. Et je crois que c'est très probablement ce qui va se produire. Cela correspond à leurs prévisions. Et je pense que c'est très probablement ce qui va se produire. Et il s'agit juste d'une question d'infrastructure. La technologie existe déjà. Je l'ai vu, cette technologie. Cela peut être fait, mais cela relève d'une question d'infrastructure. Depuis le début, le problème reste identique. Il s'agit de démanteler les vieux systèmes devenus obsolètes, tels que le moteur à combustion interne. Faire avancer le navire, faire bouger les rouages politiques, actionner les mécanismes financiers pour que tout cela ait du sens. Nous pouvons tous le faire si nous le voulons. C'est juste. Oui, c'est vraiment une question de priorité. Bien sûr, exactement. Alors, dites-moi, quelle est la situation monétaire actuelle? Utilise-t-on encore de l'argent papier? L'or est-il toujours d'actualité? Et le Bitcoin, les crypto-monnaies? Eh bien, de quoi parle-t-on? Ce qu'ils décrivent, c'est ça. C'est une question que j'ai posée. La monnaie existe toujours, je crois. Mais quand je demande aux gens si vous entrez dans un magasin, comment payez-vous quelque chose, ils me répondent, soit vous payez avec votre empreinte digitale, photo de l'iris, ou certains évoquent une puce électronique intégrée directement dans votre poignet que vous utilisez. Ou il semble que vous utilisiez ce qui ressemble à une version avancée de l'iPhone. Mais non, c'est très intéressant. Quand je dis l'argent existe-t-il encore? De l'argent liquide? Et ils répondent oui, en quelque sorte, mais personne ne l'utilise. Compris. Eh bien, c'est en quelque sorte aujourd'hui. La plupart, oui, nous y allons. Vous voyez que nous allons dans cette direction. Oui, l'argent liquide n'est plus en vogue. J'ai exactement ce qu'il me faut. J'ai 2 billets de 20 $ que je transporte avec moi. Sur mon porte-billets depuis, je ne sais pas exactement, peut-être 2 ou 3 mois. Tout à fait. Sauf si je me trouve dans un lieu qui n'accepte pas les cartes de crédit. Dans ce cas, j'opte pour l'utilisation de mon téléphone pour régler mes achats via Apple Pay ou un service similaire. J'utilise ma carte de débit PayPal. D'accord, exactement. Ainsi, il s'agit toujours de crédit. Alors, qui est le titan de la finance? Ou bien cela existe-t-il encore en l'an 2060? Eh bien, je n'ai pas posé la question de cette manière. Je ne le suis pas. Évidemment, les États-Unis sont actuellement le financier le plus puissant. Nation. Non, non, nous restons toujours puissants. Oui, la Chine s'est considérablement renforcée. Parmi les pays les mieux préparés face au changement climatique, on trouve notamment la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas.
Vous savez, en Europe, ils ont pris un engagement ferme pour abandonner progressivement le moteur à combustion interne, et ce d'ici l'année 2035. Si vous y réfléchissez bien, c'est... Dans autant d'années, c'est vrai. Oui, la Californie vient de l'annoncer. Je réfléchis à la Californie. Précisément, l'État. Oui. Ce que vous observez, c'est que la division entre les États démocrates et républicains devient de plus en plus marquée. Je ne le comprenais pas quand j'ai commencé mes recherches. Assez clairement moi-même. Je n'avais pas prévu à quel point cela deviendrait puissant. Donc, je n'ai pas posé beaucoup de questions formulées exactement de cette manière. Mais ce qu'ils disent, c'est que, comme je l'ai dit, le pouvoir a été décentralisé vers les États ou des groupes d'États. Et je pense que c'est dû au fait que les États qualifiés de bleus se préparent de manière plus efficace au changement climatique. Que les États dits rouges, et ils en ont également assez de devoir sans cesse payer pour les échecs des États rouges. Existe-t-il un endroit aux États-Unis qui sera plus sûr, géographiquement parlant, vis-à-vis du changement climatique? Oui, dans le nord-ouest. Dans le nord-ouest, vraiment. Et je pense aussi, je ne suis pas allé dans le Maine pour faire beaucoup d'observations à distance, mais je soupçonne les latitudes nordiques dans l'Ande signifie que nous pouvons déjà constater l'assèchement du fleuve Colorado, du lac Mead, du lac Powell. Les énormes problèmes d'eau commencent. Cela va-t-il devenir un problème majeur à l'avenir, comme des guerres de l'eau? L'eau est sur le point de devenir. Ce que je dis, l'eau est le destin. Cela va devenir extrêmement important. Des villes telles que Phoenix, Tucson, Albuquerque et, je pense, Vegas vont devenir pratiquement inhabitables à l'avenir. Quelqu'un y sera, mais ce ne seront pas des villes en pleine expansion. Cependant, à ce jour, les gens continuent de s'y installer, tout comme d'autres le font encore. S'installer en Floride? Parce que, voyez-vous, dans les États désertiques, il y a de l'eau là-bas. Vegas est un désert, ouais, sans le fleuve Colorado. Et le problème du fleuve Colorado est un énorme problème. Et le lac Mead, le lac Powell, je veux dire, et l'hydroélectricité devient un... Alors, encore une fois, ce que je vois, ce sont 3 grandes migrations intérieures, loin des côtes. Les rives des fleuves, les rivages des lacs, les côtes maritimes. Je veux dire des villes telles que la Nouvelle-Orléans, à mon avis, sont largement condamnées. Certaines régions d'Hawaï, oui. Alors, loin des endroits trop fréquentés. Et éloignés des centres urbains et des États confrontés à la pénurie d'eau et où la chaleur extrême pose problème. Je parle de lieux où, selon des études, Phoenix pourrait connaître jusqu'à 100 jours par an avec des températures excédant les 46 degrés Celsius. J'ai connu 48 degrés à Palm Springs et mon Dieu, c'est comme vivre. J'y étais pendant quelques heures et j'avais l'impression de mourir. Ouais, exactement. Comment peut-on vivre dans ces conditions? On ne peut vraiment pas. C'est exactement ça le problème. Alors, tu as tous ces gens qui continuent d'affluer dans ces zones qui vont ensuite devoir déménager. L'effondrement immobilier se chiffrera en plusieurs billions de dollars. Là, le Canada va être vraiment génial, ça a l'air bien. Le Canada va vraiment devenir très populaire, oui. Toronto va devenir un lieu où l'on pourrait sérieusement envisager de s'établir, car bien que tout le monde dise « Oh, j'aimerais déménager au Canada, mais il y fait un froid de canard », en réalité, dans 30-40 ans, ça pourrait vraiment être juste parfait. Oui, je veux dire, je vis dans le nord-ouest du Pacifique, sur une île, et nous constatons déjà des changements climatiques substantiels qui se produisent. Des automnes qui s'étendent et se révèlent plus chauds que tous ceux que j'ai pu observer au cours des 15 dernières années. La météorologie de cette année passée a été singulièrement différente de celle des années antérieures. Stéphane, je dois te redemander, car je crois t'avoir déjà interrogé là-dessus, mais je veux te le demander encore, peut-être autrement. Vit-on un grand réveil spirituel? Et quel est le rôle de la religion dans notre société en 2050? Nous sommes en 2060.
Deux interrogations distinctes, effectivement, deux questions bien différentes. Oui, la religion. Les gens s'en détournent par camions entiers, par bus entiers. Cela est dû au fait que le christianisme aux États-Unis s'est largement transformé en un culte christo-fasciste à dominance blanche et masculine. De ce fait, les jeunes en particulier tendent à s'éloigner de l'Église, en nombre très élevé. C'est une chose. Sur le plan spirituel ou en termes de conscience? Je crois qu'il se produit un éveil qui se déroule les années 2050, les années 2060. Décrivez-les, mais je peux voir que cela se passe maintenant. J'ai rédigé un article sur la manière dont nous commençons à reconnaître que nous vivons, pas dans le type de monde abrahamique décrit par la Bible, où nous régnons sur la terre, et où il semble qu'un oncle incroyablement riche nous ait légué un compte en banque très conséquent. Et plutôt, nous commençons à reconnaître que nous vivons dans une matrice de conscience, et que la matrice, la manière dont nous interagissons avec elle, a un effet non seulement sur la matrice, mais aussi sur nous. Je veux dire, considérons simplement l'exemple des abeilles. Oui, 90% de notre approvisionnement alimentaire dépend de la pollinisation par les abeilles, et elles meurent en grand nombre. Alors ça va devenir un gros problème. Mais nous commençons à le voir, des recherches qui est les chiens. Les gorilles, les poulpes et même les plantes, tous possèdent une forme de conscience. Et apprennent des choses et se souviennent de choses et différentes formes de conscience, mais tous possèdent une conscience. Je ne considère pas cela comme de la spiritualité. Je dirais qu'il y a un éveil culturel de la conscience pour reconnaître que nous vivons dans une matrice de conscience. Et nous devons créer des technologies qui prennent cette réalité en compte. Nous devons structurer nos entreprises, nos domaines scientifiques. Tout doit être réorganisé pour reconnaître l'existence de la matrice de conscience. Car les technologies que nous employons actuellement, telles que l'énergie carbonée, détruisent de la matrice et par conséquent finissent par nous détruire également. Et donc, ce que je perçois pour les années 2050 et 2060, en particulier pour les années 60, c'est qu'ils auront une conscience d'être dans une matrice de conscience. En d'autres termes, ils comprennent profondément que nous sommes tous interconnectés et que nous devons tous réfléchir de concert. Chaque forme de vie est interconnectée et dépend l'une de l'autre, précisément. Donc, en gros, que nos ancêtres agissaient principalement dans les plaines. Il y a des centaines, voire des milliers d'années, nous revenons à ces pratiques, mais cette fois-ci avec un peu plus de technologie. Oui, c'est réellement fascinant. Par curiosité, la consommation de viande est-elle un problème majeur pour le réchauffement climatique? Est-ce vraiment le cas? Les gens continuent-ils? Oui, j'ai adoré. Avez-vous des informations là-dessus? Que la consommation de viande chute considérablement et viande de laboratoire à base végétale se présente ainsi. C'est un peu comme la direction que nous prenons maintenant. Vous pouvez le voir arriver. Ce qui se passe est, mais ce n'est pas uniforme, à travers le pays. Certains États commencent à se réveiller. Ils reconnaissent que ce sont les citoyens, au gouvernement, que par exemple la santé universelle représente le chemin à emprunter, que le revenu universel de base est la voie à suivre. L'égalité des sexes est notre chemin à suivre. Ainsi que d'autres États ne s'occupent pas de ça, ouais. Ils sont toujours ancrés dans la suprématie blanche. Les femmes sont dominées par les hommes. Je veux dire, il suffit de voir la question de l'avortement. Ouais. Et ça se répand dans le monde entier comme quelque chose de cruel. Parce que, vraiment cruel, tu pourrais aller dans des pays comme au Moyen-Orient qui disent tout ce que tu viens de dire, et les femmes ne peuvent même pas marcher dans les rues. Donc, il y a des parties du monde qui seront plus évoluées que d'autres. Ce ne sera pas global. Non, cela n'est pas universel. Pas avant l'année 2060, espérons-le pour le futur, mais certainement pas pour le moment. Eh bien, peut-être plus tard dans le futur, oui. Mais ce que je comprends vraiment, c'est
la réponse vraiment fondamentale à votre question qui était la façon dont ils l'ont décrite, c'est que les États-Unis existent toujours en quatre, mais le véritable pouvoir a été décentralisé aux États et aux groupements d'États. Mais continue malgré tout à collaborer en tant que nation. Si jamais, comme si quelqu'un s'apprêtait à attaquer, il le ferait quand même. Collaborant comme un pays en quelque sorte, mais j'ai cette impression, eh bien, vous voulez dire le Mississippi. Vous voulez dire que s'il ne faisait pas partie des États-Unis, ce serait un pays du tiers-monde, c'est bien ça? Ou l'Alabama. Oui, en effet, ce sont des États extrêmement pauvres. Non seulement pauvres, mais tellement mal gérés, que quand on regarde, vous savez ce que je fais, et vous le pouvez, allez voir academia.edu et télécharger mes articles, ou researchgate.com et télécharger mes articles, ou Science Direct, ou PubMed, base nationale de données. Bibliothèque médicale, tous mes articles y sont publiés, et cela fait maintenant, comme je le dis, plus de 20 ans que je fais de la recherche en examinant des données sur les résultats sociaux, car ce qui m'intéresse, c'est comment favoriser le bien-être. Quand vous regardez, je veux dire, pour une femme enceinte en Louisiane aurait de meilleures chances d'accoucher en toute sécurité au Botswana, en Afrique, aurait plus de probabilité de survivre, elle ainsi que le bébé, qu'en Louisiane, en Alabama ou bien au Mississippi. Je veux dire, les données sur les résultats sociaux sont effrayantes. Le domaine de l'éducation, nous avons tout un mouvement dans le pays pour mettre fin à l'éducation publique et la transformer en une sorte de processus d'endoctrinement. C'est très fasciste. Ainsi, je pense que certains États vont prochainement entrer en crise. Nous pouvons déjà observer les effets résultant de la décision Dobbs, que par exemple des médecins choisissent de se diriger vers d'autres établissements car ils ne peuvent obtenir la formation souhaitée. Je pense que vous allez voir beaucoup de jeunes femmes en âge de procréer, déménager vers des États où elles sont traitées comme des égales. Je pense donc que ce que nous allons découvrir en l'année 2060, je n'ai pas véritablement posé les interrogations dans ce sens parce que je ne l'avais pas tout à fait imaginé ainsi. Cette limite est la mienne et non celle des spectateurs. Certains États sont destinés à prospérer et seront en bonne santé économique. Certains pays vont prospérer et exceller. Les pays scandinaves, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande se distinguent. Ils prospéreront sûrement. D'autres pays. L'Afrique est sur le point de devenir une force bien plus puissante qu'actuellement. Pourquoi est-ce ainsi d'ailleurs? Quels sont les changements? En raison de la limitation des matières premières et de l'augmentation constante de la population, et il y aura une grande métropole se développant le long de la côte maritime. Comme je dis, les matières premières sont essentielles. La Chine en est consciente. Avec leur initiative, des nouvelles routes de la soie, ils investissent des sommes colossales pour s'implanter dans les pays africains, chose que nous ne faisons pas. Donc, il va y avoir un grand changement géopolitique. Comme je le dis toujours, la Chine est en train de devenir une force bien plus puissante. Vous allez voir d'autres pays étrangers, les pays ayant un régime de type fasciste, la Hongrie par exemple, à Orban. Ce type de gouvernance est tout simplement considéré comme inférieur, car il produit des résultats sociaux qui sont médiocres. Et donc, à mesure que ce clivage s'accentue, nous allons observer ces nations qui sont en train de s'éveiller, de faire face, et de gérer la matrice de conscience, et de se préparer en conséquence. Elles vont prospérer et opérer la transition loin de l'énergie carbonée, ainsi que d'autres nations continueront à privilégier le profit comme leur seule priorité sociale. Cela constituera le réel facteur déterminant et ils sont sur le point d'entrer en crise. C'est ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. Exactement. Vous allez être témoin de ces migrations et les entreprises le seront également. Cela se produit déjà. Les entreprises évoluent.
Les entreprises des années 80 et 90 ne peuvent pas exister. De la même manière dans le monde d'aujourd'hui à cause de la nouvelle génération. La nouvelle génération ne le tolérera tout simplement pas. Oui, absolument. Ils veulent du changement. Ils veulent du changement, Colt, vraiment. Ça se voit dans les résultats de l'élection récente, les anti-avortements, ou en d'autres termes, les opposants à l'égalité des femmes ont commis une grave erreur. Ils ont cru. Dobbs serait renversé. Ensuite, ils adopteraient toutes ces lois au niveau des États et, avec le temps, tout le monde finirait par oublier, puis la vie continuerait. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Et donc, nous serons très différents à l'avenir. Méchant. Je pourrais discuter avec vous pendant des heures. J'aimerais vraiment vous revoir pour approfondir cette conversation, car elle est, pour le moins, fascinante. J'apprécie sincèrement le temps que vous nous avez accordé. Et j'ai quelques interrogations. À tous mes invités, je soumets des questions rapides. Comment définiriez-vous une belle vie? Vous me demandez cela? Oui, ce sont des questions que je vous pose personnellement. À chaque décision. Ah, mais en fait, laissez-moi dire ceci car c'est ma porte de sortie. Allez-y, s'il vous plaît. La culture est le résultat des choix individuels de chacun. C'est cela qui façonne la culture. Voilà pourquoi la manière dont les Japonais préparent l'ail diffère de celle des Italiens. N'est-ce pas? C'est le résultat de choix individuels. Chaque jour, vous faites des centaines de choix mineurs. Quel dentifrice prendre, quel papier toilette, quelle essence, etc. Vous sélectionnez des produits de certaines entreprises et chaque achat est en fait un vote implicite. Je presse vos lecteurs ou auditeurs ou spectateurs. Chaque jour, vous faites ces petits choix. Prenez le temps de connaître avec qui vous faites affaire. Et chaque fois que vous êtes confronté à l'un de ces choix, au moment où vous êtes confronté à faire un choix, choisissez toujours celui qui est extrêmement compatissant, qui valorise profondément la vie et encourage activement le bien-être tel que vous le concevez en ce moment. Et dites à des amis que vous le faites comme une discipline et encouragez-les à se joindre à vous et à partager avec 10 de leurs amis que vous allez le faire. Et si les personnes qui écoutent ou regardent cette émission s'engageront à le réaliser, ils influenceront le résultat de l'élection présidentielle de 2024 afin qu'ils favorisent le bien-être. La clé, c'est chaque individu, à chaque décision que vous prenez, vous votez soit pour promouvoir un bien-être empreint de compassion et qui célèbre la vie, soit pour appuyer une alternative différente. Et si vous choisissez de soutenir un bien-être empreint de compassion et qui célèbre la vie, vous êtes du bon côté et vous façonnerez un monde imprégné de compassion qui célèbre la vie et promeut activement le bien-être. Stéphane, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi, sur le travail que tu réalises et sur tes livres? Rendez-vous sur mon site internet stephaneschwartz.com. Vous vous rendez sur Amazon pour rechercher mes livres. En lien avec mes propos précédents, voici les 8 lois du changement. Vous pouvez aller sur des sites tels qu'academia.edu, researchgate.com, PubMed ou Science Direct, où vous pourrez trouver des centaines d'articles que j'ai écrits. Si vous recherchez mon nom sur YouTube, vous trouverez également de nombreuses interviews que j'ai données. Et je publie une publication web quotidienne dédiée à la promotion du bien-être appelée Schwartz Report. Stéphane, ce fut réellement un honneur, un privilège et extrêmement amusant de discuter avec toi et j'espère que notre conversation sera comme ce petit caillou jeté dans le lac et j'espère qu'il y aura des ondulations qui émergeront de cette conversation et qui se propageront pour aider le monde. Mon ami, je te suis profondément reconnaissant pour ton travail acharné, pour sauver le monde et contribuer à son progrès. Oh, c'était un plaisir. Je le referai sans hésiter. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.